Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Stavi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qui va nous parler de son dernier bébé, Shostakovich, les œuvres dévoilées. Ouais, c'est un long projet qui a mis 6 ans finalement à voir le jour parce que c'est un programme fortement composé de Première mondiale que j'ai trouvé dans des archives. Et ensuite qu'il a fallu authentifier, pour lequel il a fallu avoir des autorisations de la dernière femme de Dimitri Shostakovich, qui est toujours vivante, que je connais depuis une quinzaine d'années. Et en fait, c'est une version essentiellement de la 14e symphonie, qui est une des grandes œuvres de Shostakovich, qui à l'origine est pour orchestre, et dont Shostakovich a fait une version avec piano en 1969. Cette version, pour des raisons très obscures, est restée dans les tiroirs, dans les archives, et je l'ai un peu exhumée, disons, d'où le titre. Et donc c'est une première mondiale au disque, au concert aussi, puisque nous en avons fait la création mondiale à la Philharmonie de Paris il y a quelques mois. Et c'est évidemment pour un interprète extrêmement étonnant, très grisant, de jouer en première mondiale, puisque même en Russie ça n'a jamais été joué, une des grandes œuvres d'un géant comme Shostakovich, un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Et voilà, de partager cela pratiquement précisément 50 ans après sa disparition, c'est vraiment magnifique. Voilà. C'est magnifique, d'autant plus que donc, quand il a écrit cette symphonie, il était malade, il était hospitalisé. Oui. Et donc c'est vrai que le thème de la mort est très récurrent quand même. On a dans les textes, oui. Voilà, on sent cette mort qui est très présente, oui. Cette mort qui fait peur aussi. Puisque quand on voit le suicidé d'Apollinaire, les extraits des poèmes à Loup, puis la mort du poète de Rilke, on sent vraiment qu'il y a il sait qu'il s'en va, mais il y a cette crainte aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est restée un peu dans le tiroir, cette œuvre. C'est difficile de savoir. Effectivement, vous avez dit plein de choses très importantes. La thématique de la mort, effectivement, il est âgé, il est très malade, mais c'est aussi, et c'est assez important, je trouve, d'en parler aujourd'hui, Shostakovich a été un des compositeurs sous le régime soviétique qui a vraiment le plus souffert du régime. Il a été toute sa vie, comme beaucoup d'autres, très, très en danger. Plusieurs membres de sa famille ont été soit envoyés dans les goulags, soit tués. Et un petit peu comme justement, pour faire passer quelque part une menace vis-à-vis de lui finalement a été aussi une des gloires de la Grande Russie, et on sait à quel point à l'époque les grands artistes étaient finalement très très mis en avant comme justement gloire du peuple soviétique. Shostakovich faisait évidemment partie de l'un d'eux, mais c'est pas pour autant qu'il était ni protégé ni favorisé. Il a eu, comme d'autres, des persécutions très très fortes. Il a composé des œuvres qui ont été interdites par le régime. Chaque œuvre était finalement un nouveau défi et un nouveau danger. Et quelque part, il n'a jamais accepté, comme certains autres, finalement aller dans le sens où vouloir faire plaisir, ou vouloir cautionner. Donc il est vraiment resté lui-même. Il a toujours joué sur cet équilibre fragile, dangereux. Un grand nombre de ses œuvres jouent sur cet équilibre-là. Cette symphonie, d'ailleurs, c'est le cas aussi, parce que la thématique de la mort sous le régime soviétique est interdite, et finalement, ce qui était toujours très mis en avant, et c'est toujours le cas, c'est vraiment la gloire de la création russe ou soviétique, c'est-à-dire de mettre en musique, en l'occurrence, des textes russes, ou textes soviétiques plus exactement à l'époque. Et en choisissant Apollinaire, Rilke, Lorca, les grands compositeurs, auteurs européens, on peut dire, avant même la création de l'Europe, c'est un geste extrêmement fort, qui résonne beaucoup dans l'actualité actuelle aussi, disons-le. Et évidemment, ce projet
et date de bien plus d'1 an, donc on ne pouvait pas imaginer aujourd'hui quelle serait la situation en Russie et en Ukraine, mais finalement je m'aperçois qu'il est incroyablement d'actualité. Ce programme-là, on devait aller le jouer il y a quelques mois, au mois de décembre, dans la grande salle du Mariinsky à Saint-Pétersbourg, concert qui évidemment n'a pas eu lieu, et ça a une résonance extrêmement forte pour un programme finalement aussi intensément relié au contexte politique de l'époque et ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, malheureusement, c'est vrai que les années passent, on se dit c'est derrière nous, et l'ombre plane toujours, l'épée de Damoclès est toujours là, et quand elle revient, on se dit, ah ben mince. Tout à fait. Donc c'est vrai que... Donc il y a beaucoup de passages chantés, il n'y a pas que le piano. Tout à fait. Shostakovich, quand il a créé cette œuvre, a finalement mis beaucoup de temps à l'appeler symphonie, parce que justement il ne trouvait pas soit un titre, soit une forme dans laquelle elle correspondait parfaitement. Elle ne rentrait pas dans les cases. Voilà, et c'est d'ailleurs aussi, je pense, pour cette raison qu'il en a fait cette version avec piano. Vous savez, à l'époque, toutes les œuvres avec orchestre étaient réduites au piano pour justement, toujours sous le régime soviétique, obtenir une autorisation du gouvernement permettant ou pas qu'elle soit jouée en public. Et donc évidemment qu'il était trop coûteux et compliqué pour cela de demander à un orchestre symphonique de la jouer, sachant qu'il y avait quand même un risque important qu'elle ne soit pas acceptée, donc c'était trop de travail, et donc les compositeurs réalisaient ou faisaient réaliser, la plupart du temps c'était comme ça, une réduction simpliste au piano. Donc toutes les symphonies de Shostakovich existent dans une version avec piano. La grande différence avec celle-là, et c'est ce que j'ai découvert en faisant beaucoup de recherches, en étudiant le manuscrit, etc., c'est que cette symphonie-là est une transcription et pas seulement une réduction. La différence, c'est que la réduction est une version simplement de travail, simplifiée au piano, et une transcription, c'est vraiment une nouvelle version qui est faite pour le concert. Et c'est le cas de cette symphonie. D'où peut-être le terme de Tosca, donc certains traduisent par nostalgie, mais c'est aussi l'aspiration. Donc est-ce que justement cette aspiration par glissement, il l'a adapté sur le piano, mais pas... Alors ce que vous dites là de nostalgia, ça ce sont des pièces pour piano, ça ne fait pas partie de la symphonie. Donc ça ce sont des pièces vraiment originales pour piano. La symphonie est complètement séparée. Les pièces dont vous parlez sont celles d'un très jeune enfant, adolescent, qui a 12 ans quand il compose ces œuvres-là. Là, on est assez loin. On est assez loin. Ce qui les rassemble, c'est finalement la Première mondiale, parce que ce sont là des pièces pour piano aussi en complément au disque qui ne sont pas inédites, mais qui sont totalement inconnues du public. Et dans la symphonie, ce sont en effet là pour le coup vraiment tous des poèmes. Pour revenir à ce que vous disiez, c'est que finalement pourquoi cette œuvre pour piano d'un seul coup, cette version pour piano, c'est que dans les autres symphonies, parfois il intègre des chanteurs, mais ces chanteurs arrivent finalement dans quelque chose comme une très grande forme, une cantate ou quelque chose comme ça, des œuvres très vastes avec des mouvements très vastes. Cette symphonie est composée de 11 mouvements courts, parce que ce sont des poèmes. Et ces poèmes, ils sont mis en musique un petit peu comme des leaders dans le lien qu'il y a entre le chanteur et le pianiste. Et finalement, cette version devient un cycle de leaders. Et je pense que c'est pour cette raison que Shostakovich a choisi cette symphonie, qu'il a ressenti le besoin de la transcrire avec piano. Parce que ça devient une œuvre encore plus intimiste et avec un lien très fort entre le chanteur et le pianiste et les percussions qui ont un rôle très important et plus de couleurs, etc. Donc c'est vraiment une version piano mais éclatée, sublimée par cette écriture de percussion qui est très intense, qui est très fort, avec une dynamique gigantesque et cette intensité très très forte entre les deux chanteurs, donc voix de soprane et voix de basse, avec le piano, et ça crée finalement une variété d'atmosphères peut-être encore plus grande qu'à l'orchestre. Je ne chercherai pas à prétendre
que la version pour piano disent davantage que la version pour orchestre. C'est peut-être plus intime aussi. C'est plus intime et c'est plus contrasté. Oui. Il y a aussi beaucoup de passages extrêmement puissants, extrêmement intenses, presque violents par moments, comme les Russes savent faire. C'est vraiment une musique de 1000 contrastes, avec une dynamique extrêmement forte. Et finalement, 11 mouvements, 11 poèmes, 4 auteurs différents, 4 cultures différentes entre encore une fois l'Espagne et la France, l'Allemagne et la Russie, et qui créent malgré tout, Shostakovich en a créé une dramaturgie continue à partir de ces poèmes qui sont bien évidemment traduits en russe. Oui. À l'époque, il était impensable de faire autrement, et probablement que le changement de langue au sein d'une même œuvre n'aurait pas fonctionné. Mais c'est cette variété, cette singularité de chaque mouvement, avec un état différent, un climat différent, qu'en effet la version avec la version de chambre, donc piano, percussion et deux chanteurs, contraste vraiment énormément. Et elle rend finalement un éclairage très différent de la version pour orchestre. Alors je ne prétendrai pas que la version pour piano soit supérieure, mais en tout cas elle n'est aucunement inférieure, et elle est surtout très différente. Oui, puis c'est vrai que le piano est un instrument qui va facilement toucher à nos émotions. Oui. C'est comme le violon. Oui. Le violon donc, est présent également, je crois. Dans une autre œuvre que la symphonie, mais, tout à fait. Mais c'est vrai que ce sont des instruments, les pianos, les violons, qui viennent vraiment nous toucher en plein cœur, qui viennent nous tirer les émotions. Oui, tout à fait. Oui. Donc, parce que quand on écrit les mots pour parler de l'amour, on sait faire appel aux sentiments, mais quand on compose, alors est-ce qu'il y a des accords qui reviennent? Est-ce qu'il y a des... Comment on va chercher cette souffrance? Alors, oui, il y a des passages qui reviennent, en particulier le tout début, qui plonge dès les premières secondes dans un climat absolument de tension, et en même temps de choses très, énigmatiques. Oui. Et en fait, ce début revient dans le 10e mouvement, donc il y a un petit peu comme des réminiscences comme ça. On a l'impression que c'est par vague, on a l'impression d'être face à la mer, et oui. Ça revient, ça nous emmène un peu. Absolument. Et puis c'est cette œuvre finalement qui dure presque 1 heure, de 55 minutes, qui est presque d'un seul tenant, parce que les mouvements s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas, à part ces quelques moments en effet de retour. C'est une musique aussi qui peut s'écouter dans la globalité, comme une grande concentration d'1 heure, mais on peut aussi l'écouter par passage. Oui. C'est la force du disque, ça. À mon avis, c'est une œuvre vraiment qui s'écoute presque comme ça, de façon très concentrée. On peut même imaginer dans le noir, pour avoir que cet univers-là, avec un voyage gigantesque d'1 heure, ou isolé comme ça des mouvements. Oui, parce qu'il y a certains passages qui nous poussent à la contemplation. Oui. Donc on est vraiment, dans ce fait. Moi je sais que je me suis laissée emporter. Ouais. Et en autant des passages, c'était très obscur et très fermé, et autant par moments ça s'ouvrait, ouais. Et là vraiment on partait vers un autre monde. C'est plein de voyages. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'était un petit peu le tour de force aussi de finalement choisir ces 11 textes qui traitent de la question de la mort, en effet, mais de façon, et ça je suis toujours absolument sidéré par la puissance vitale de Shostakovich, qui ne crée pas une musique, oui, elle est pas alourdie, oui. Elle n'est pas solennelle, elle n'est pas lourde. Il peut y avoir une sensation d'oppression parce que c'est ce qu'il vivait, mais ça ne plombe pas. On ressort finalement de cette écoute profondément vivant. On pourrait penser que écouter cette musique justement nous alourdit ou nous donne finalement un état plutôt un peu morbide, un peu etc. Et pas du tout. Et le public me le dit toujours, à l'écoute, au contraire, on ressort une espèce de tension de la vie. Et moi, c'est ça que j'aime dans cette musique-là, c'est que ça n'est pas une musique... ça n'est pas une musique morbide, ça n'est pas une musique lourde. Elle peut avoir ses aspects
de noirceur, de tension, etc. Mais elle nous rend, nous, Oui. profondément vivants. Oui, parce qu'elle nous fait nous rendre compte aussi, on va vers la clarté. Oui. Donc elle nous fait finalement nous nettoyer, elle nous purifie en quelque sorte. Tout à fait. Elle va nous calciner dans un premier temps pour nous faire renaître par la suite. C'est ça. Et c'est ce qu'a vécu Shostakovich, c'est cette oppression de l'extérieur et que lui s'est toujours battu pour la vie et à travers sa création. C'est ce qu'a vécu l'œuvre. Absolument. Après avoir été enfermé dans le tiroir, vous lui avez donné renaissance. C'est ça, tout à fait. D'où le titre, en effet, Dévoilé, parce que c'est vraiment avec le côté à la fois voile, le côté opaque du voile, enfin qui rend opaque. Donc on enlève ce voile et en même temps, voilà, que cette idée de le partager avec le public. Voilà. Et puis il y a la voilette aussi que les femmes portaient, hein. Il y a quelques années, où on mettait, voilà, quand on portait le deuil, on mettait cette voilette noire qui cachait, et puis quand on l'enlevait, évidemment, on avait cette lumière. Absolument. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Écoutez, Il faut écouter le disque. Il faut écouter le disque, oui, parce que c'est vraiment, puis c'est une œuvre dans laquelle plus on l'écoute, plus on se familiarise et plus on a envie d'y revenir. Et on l'aperçoit chaque fois différemment. Moi, je l'ai écouté 5 ou 6 fois. Ah, oui. Et, bravo. et c'est vrai que chaque fois, on va s'attarder sur des instants qui vont nous accrocher. Et ces instants-là, la fois d'avant, nous étaient parus totalement absents. C'est une œuvre à éclairage. On n'a jamais fait Moi, je vous dis, je l'ai travaillé pendant des mois, des années. Ça occupait une grande partie de mon confinement. Et même en la travaillant, en vivant avec pendant des semaines et des mois, il y a toujours de nouvelles choses qui apparaissent. Elle est d'une immense complexité, mais pas comment dire. Oui, elle n'est pas hermétique. Oui, tout à fait. Elle nous laisse rentrer. On a envie d'y revenir. On a envie d'y revenir parce qu'on y voit de nouvelles choses. Puis on a ce sentiment d'inachevé à la première écoute aussi. Oui. On a l'impression qu'il y avait plein de choses à découvrir, qu'on s'est focalisé sur une ou deux choses. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on a envie d'y revenir aussi. C'est ça. À la première écoute, on s'aperçoit de son immensité. Et c'est donc je pense que j'ai eu beaucoup de retours de public qui me disaient ça, que finalement, ça donne on est un petit peu... On reste c'est une œuvre qui est tellement gigantesque, forcément on ne perçoit pas tous ces aspects, mais on s'aperçoit finalement immédiatement de l'accroche et du climat dans lequel Shostakovich arrive à plonger l'auditeur. Et en effet, ça donne envie d'y revenir pour creuser davantage. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelque chose d'instinctif qui ouvre, et il y a des mouvements comme le tout début, il y a des mouvements centraux extrêmement tendus, avec la voix d'Alexandros Stavrakakis, qui est une basse absolument phénoménale, avec Katerina Bakonova, qui est une somptueuse soprane, et qui justement, que j'ai choisi pour ce disque, parce que d'abord, ce sont d'immenses chanteurs, mais plus que ça, ce sont des chanteurs qui incarnent l'intensité du texte. Alors bien évidemment, les textes sont dans le livret pour arriver à suivre l'intensité de cette écriture aussi, de ces poèmes choisis, et d'arriver voilà, ce qu'on reçoit, c'est surtout ces contrastes extrêmement recueillis, ou au contraire les mouvements de grande passion, de grande violence, presque des fois d'immenses hurlements, presque on peut dire. Et puis ensuite il y a toutes les autres facettes qui progressivement se dévoilent. Ben oui, donc une symphonie à écouter et à réécouter, parce que moi, je vous avoue qu'à la première écoute, ça m'a vraiment heurté, donc je me suis fermée. Et donc il a fallu que j'aille m'aérer un petit peu, et après j'ai repris, et là je l'ai vu différemment. La deuxième fois, j'étais pas du tout fermée, puisque je savais à quoi m'attendre, mais c'est vrai que la première écoute, j'ai été surprise, mais c'était une grande violence, et finalement c'est la violence de la mort aussi. Oui, et puis c'est le côté absolu de cette écriture, de cette personne, d'une richesse absolument immense, et qui ne fait pas de compromis quelque part. Il ne veut pas, il ne compose pas une musique pour séduire. Ce n'est pas un séducteur, Shostakovich.
C'est quelqu'un qui a cette espèce d'intensité et qui retient. On le voit, il y a quelques photos dans le livret, dont une photo de la première en 1969 dans la version avec orchestre, avec Wisniewskaja, immense soprane qui était la femme du grand Rostropovitch. Et oui, c'était un compositeur qui gardait beaucoup de choses en lui et qui les exprimait par sa musique. Mais donc, ça n'est pas un compositeur de séduction, c'est un compositeur entier qui a immensément de choses à dire. Et effectivement, voilà, il faut arriver à... Oui, c'est ça, exactement. Et les autres œuvres, parce que là, nous avons beaucoup parlé de la symphonie, mais dans ce disque, il y a, donc vous en parliez un petit peu. Moi, c'est la forêt. Oui, c'est incroyablement beau. Vous imaginez un compositeur de 12 ans qui compose ça. C'est d'une beauté absolument incroyable. Et puis c'est pur. Oui, absolument. C'est enfantin, c'est tout innocent. C'est mon passage préféré. Tout à fait. Et puis le mouvement, vous en parliez aussi, avec violon, qui est aussi une première mondiale, qui est une très grande poésie. Donc voilà, c'est un disque qui explore un peu toutes les facettes de Shostakovich. Je crois qu'en écoutant ce disque, on a vraiment tous les aspects depuis la grande jeunesse, avec des choses centrales comme le mouvement avec violon, le quatre mains que je partage avec Cédric Tiberghien, de la symphonie de Malheur, donc là univers beaucoup plus allemand que Shostakovich idolâtrait, et puis cette immense œuvre plus tardive, voilà, donc c'est vraiment un grand voyage. Ben voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour découvrir Shostakovich. Je terminerai avec ces mots de Rilke: la mort n'est que l'autre face de la vie, le côté de la vie qui n'est pas tourné vers nous et que nous n'éclairons pas. Et justement, cet ouvrage nous permet de tout éclairer et à la fin pour tout découvrir. Absolument. Magnifiquement choisi. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas. À très bientôt. Et n'oubliez pas, donc Nicolas, vous pouvez le retrouver sur son site internet, sur les réseaux sociaux, et puis surtout, voilà, cette œuvre, il y a des tournées encore en France de Madame Pilinska, Le secret de Chopin. Oui. Donc c'est une occasion aussi de vous rencontrer. Et là, il y a des concerts de prévus. Il y en a beaucoup, beaucoup, surtout pour l'année, alors un petit peu plus tardive, parce que vous savez qu'en musique, on anticipe beaucoup les saisons. Et là, je travaille activement sur 2025, puisque ce sera le cinquantenaire de la disparition de Shostakovich. D'ici là, il y a beaucoup de choses. Dans la région, si les auditeurs sont là, je jouerai Shostakovich toujours à Cannes, avec l'orchestre de Cannes au mois d'avril, le deuxième concerto de Shostakovich. Bon, voilà. Donc notez dans les agendas, et en attendant, écoutez, et vous ne le verrez jamais de la même manière. Merci beaucoup, à vous. Nicolas, à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.